La revue de presse tout de suite avec vous Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse aujourd'hui, on en parlait à l'instant, la dissolution du Parlement israélien, la Knesset, qui ouvre la porte donc à de nouvelles élections. Et pour la 5e fois en 2 ans et demi, les Israéliens vont donc retourner aux urnes. Le nouveau scrutin est prévu en mars prochain et le Jérusalem Post, annonce déjà que les 3 mois à venir seront parmi les pires de l'histoire d'Israël. Le journal prédit que la campagne, sur fond donc de pandémie, qui se résumera comme les 3 précédentes, à un affrontement entre pro et anti-Netanyahou, tous galvanisés à l'approche du procès pour corruption du Premier ministre prévu au début de l'année prochaine. Début 2021, donc attachez vos ceintures. Cette fois, ça va être vraiment moche, annonce le journal. Un paysage politique en 1000 morceaux, des ennemis à droite plus déterminés que jamais, une 3e vague épidémique et un nouveau président aux États-Unis. Pour Haaretz, le scrutin s'annonce très délicat pour le Premier ministre. Année compliquée en vue. Israël, Hélène, qui a concrétisé hier le rétablissement de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le symbole de cette normalisation, un avion de la compagnie israélienne El Al s'est posé pour la première fois à Rabat. À son bord, une délégation israélienne et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, l'architecte du plan de paix du président américain au Proche-Orient, dont le quotidien émirati, on le voit, The National, salue l'art de construire des ponts. Outre la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, l'administration Trump a offert en contrepartie de cette normalisation 3 milliards de dollars d'aide au Maroc et soutenu les investissements israéliens dans le royaume, selon le magazine marocain Tel Quel, qui tient à souligner que la position du Maroc vis-à-vis de la cause palestinienne, je cite, reste constante et inchangée. Une déclaration qui laisse sceptique le quotidien français L'Humanité, qui dénonce à la fois la négation des droits du peuple sahraoui, la communication de l'esbrouf du tandem Trump-Netanyahou et l'hypocrisie sur les relations entre Israël et le Maroc, qu'aucun contentieux sérieux n'oppose en réalité. On peine à comprendre en quoi la normalisation de leurs relations constituerait la moindre percée historique, mis à part la trahison de la lutte pour la Palestine, cingle le journal. Ici en Europe, la France, on en parlait à l'instant, accepte de rouvrir sa frontière avec le Royaume-Uni, moyennant la présentation par les voyageurs ou par les chauffeurs de poids lourds d'un test négatif au Covid-19. D'après The Financial Times, les milliers de routiers chauffeurs de poids lourds qui sont actuellement bloqués outre-Manche peuvent désormais quitter le pays, à condition donc de présenter un test négatif. Mais la décision française, Pauline, est accueillie avec sarcasme par The Daily Mail, qui ne digère pas visiblement la fermeture jusqu'à cette nuit de la frontière pour 48 heures. Après que la France a bloqué 2800 camions dans le Kent, monsieur barrage routier, entendez par là Emmanuel Macron, cède enfin, ironise le tabloïd, qui se demande si le président français va aussi du coup faire volte-face sur le Brexit. La photo est très impressionnante. Emmanuel Macron, Hélène, et le gouvernement français qui ont finalement décidé de reporter le projet de loi sur le, je cite, régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Face au tollé de l'opposition, le ministre de la Santé, Benoît Véran, a annoncé hier soir que le texte censé permettre de mieux gérer les futures crises sanitaires, sans passer par le Parlement notamment, sera reporté, je le cite, de plusieurs mois. Gare à la tentation de l'état d'urgence permanent, met en garde Le Figaro, qui s'inquiète aussi de ce que le vaccin contre le Covid-19 semble devenir dans ce texte obligatoire, dans la mesure où le droit à reprendre une activité normale y semble subordonné à la présentation d'un test négatif ou à l'administration d'un vaccin. Voilà, Olivier Véran, Hélène, que vous avez rebaptisé Benoît à l'instant, critique aussi contre la décision du gouvernement d'autoriser les rassemblements familiaux à Noël. Certes, le gouvernement recommande de limiter ces réunions à 6 adultes, mais les Français respecteront-ils la consigne? Et si 6 adultes, c'est pas facile à dire, c'était déjà trop, un Noël presque normal, alors que la menace d'une 3e vague se précise? Est-ce bien raisonnable? Midi libre, Pauline fait déjà état d'un possible 3e confinement au lendemain de Noël. Faire ou ne pas faire la fête, reconfiner ou pas, d'après la Tribune de Genève, citée par Courrier International, il semblerait qu'en Suisse, où les rassemblements du réveillon de Noël seront autorisés jusqu'à 10 personnes, on ait trouvé la solution pour éviter d'éventuels débordements.
la délation. Un terme que la police suisse tente de nuancer, esprit de Noël sans doute. Le terme de délation est péjoratif et renvoie à des heures sombres. Dans le cas présent, la grande majorité des dénonciations citoyennes, je cite, sont liées à la souffrance ou à l'incompréhension, par exemple de la part de personnes qui ont dû fermer leur commerce. Souffrance, incompréhension ou simple méchanceté, la pratique de la délation risque en tout cas de compliquer pas mal les relations de voisinage chez nos amis suisses, puisqu'en cas d'infraction, la prune pourra aller jusqu'à 460 €. Très cher Noël. Oui, effectivement. Merci beaucoup Hélène. Hélène, à propos de Noël,